J'ai un secret à vous partager. J'ai découvert la caverne d'Ali Baba. Si, je vous assure. J'ai même apporté un échantillon pour vous épater. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Comment ça, ce n'est que de l'eau? L'eau, c'est magique. C'est magique parce que ça donne le sourire aux enfants. J'ai grandi dans un coin de montagne, pas si perdu que ça. C'était dans les années 90, la première décennie avant la grande canicule. À l'époque, les étés se suivaient et se ressemblaient. La température montait tout doucement au cours de la journée jusqu'à atteindre les 32 degrés Celsius. Puis, sous les coups de 17-18 heures, une odeur très caractéristique commençait à attiser les narines. À ce moment-là, invariablement, j'entendais ma mère me dire « Dépêche-toi, Elodie, il y a de l'orage dans l'air ». L'attente pouvait durer quelques minutes ou quelques heures. Et quand les précipitations tant espérées arrivaient enfin, je peux vous assurer que j'étais pleine de joie. Aujourd'hui encore, j'attends la pluie avec impatience, parfois plusieurs semaines durant. Et c'est bien à force de courir après les canards du lac, d'observer les avirons et de jouer dans les ruisseaux ou d'écouter la pluie que je suis devenue experte en eau. Enfin, presque. Les êtres humains ont très vite intégré l'importance de la maîtrise de l'énergie et de l'eau. De l'irrigation aux canons à neige, ou encore des moulins à aube aux usines marémotrices. En utilisant ce bien commun dans nos activités quotidiennes depuis toujours, nous l'avons progressivement pollué. Et si je vous disais plutôt que la pollution de l'eau n'existe pas? Bon, reprenons depuis le début. L'eau est une molécule composée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Dans certaines conditions de pression et de température, plusieurs de ces molécules entre elles forment un fluide. Par souci de simplification, on dénomme également ce liquide eau. Et concrètement alors? Concrètement, ce récipient contient 1000 fois plus de molécules d'eau que le nombre de fois où il aurait fallu le remplir pour vider tous les océans du globe. Par contre, un liquide qui ne contient que des molécules d'H2O, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus fréquent. C'est ce qu'on qualifie d'eau ultra pure, et ça intéresse principalement les chimistes. Pour comprendre ce qu'il se passe pour toutes les autres qualités d'eau, imaginez-vous un centre commercial un dimanche de décembre. Visualisez bien toutes ces personnes qui viennent faire leurs emplettes. Observez aller de boutique en boutique, les bras de plus en plus chargés. Maintenant, remplacez chacune d'entre elles par 1 million de molécules d'eau. Chaque achat est alors comme une entité chimique qui vient être transportée par le fluide et venir changer la qualité de l'eau. Commençons par caractériser l'eau des océans la plus présente sur la planète. Dans un échantillon filtré, on trouve bien évidemment l'hydrogène et l'oxygène qui forment le fluide. Ils sont accompagnés d'une 60aine d'autres éléments, dont ceux qui se cristallisent en sel de table. Ce sont les plus présents, avec un ratio d'environ 1%, ce qui revient à dire que dans cette salle, si chacun d'entre vous est une molécule d'H2O, alors je suis la molécule de NaCl. Et cette eau saumâtre, il faut la diluer 35 fois avec l'eau ultra pure des chimistes pour obtenir l'eau des rivières et des lacs. Pour autant, ça n'aurait aucun sens de dire que l'eau des systèmes dulces aquatiques est plus ou moins propre que celle des océans. Ce sont 2 qualités différentes permettant l'épanouissement d'écosystèmes différents. Prenons un autre exemple. Quand elle était petite, ma mère avait fait l'acquisition d'un poisson rouge lors d'une kermesse, Bubule. Ma grand-mère, en bonne ménagère, désinfectait le bocal à la javel pour le nettoyer. Le poisson se décolorait peu à peu parce que des résidus d'HCl se retrouvaient dans son écosystème. Mais c'est bizarre. Quand vous allez à la piscine, vous ne vous décolorez pas, et c'est pas parce que l'eau contient un peu de chlore qu'elle est dangereuse. C'est tout simplement parce que les poissons rouges n'ont pas besoin de la même qualité d'eau pour vivre que celle que nous utilisons pour pratiquer un sport. Tout ça pour dire
qu'il n'y a ni eau propre, ni eau sale, seulement des qualités d'eau différentes, destinées à des usages différents. Ok, alors, l'inexistence de l'eau sale implique-t-elle forcément l'absence de pollution dans les eaux? Caractérisons ce qu'est la pollution. La pollution, c'est la présence d'une ou de plusieurs nouvelles entités dans un écosystème. Et qu'elles soient physiques, chimiques ou biologiques, elles doivent être dans des proportions suffisantes pour que le système ne puisse pas s'adapter. Par ailleurs, le principe chimique de Lavoisier, énoncé en 1789, indique que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Vu sous ces deux angles, notre société est amnésique. Elle a oublié qu'elle a transformé, puis déplacé. Elle s'évertue donc à triturer la croûte terrestre pour aller chercher des matières premières et, paradoxalement, s'étonne de leur épuisement, alors que les cartes, ou plutôt les ressources, ont été redistribuées. Alors je vous l'accorde, c'est pas évident. Trouver une mine exploitable, c'est un petit peu comme aller chercher Charlie sur une grande affiche de cinéma, alors qu'il faudrait plutôt repérer le petit parchemin pour espérer trouver des gisements de ressources secondaires. Mais finalement, cette redistribution permet d'avoir les ressources au plus près des besoins. Je dois vous l'avouer, je côtoie beaucoup l'eau des égouts. C'est un mélange d'urine, de matière fécale et d'eau utilisée pour des nettoyages de toutes sortes. Et au risque de vous décevoir, ce réseau souterrain ne sert pas à abriter des tortues mutantes. Non. C'est une autoroute vers des piscines réservées aux bactéries. Elles font un énorme travail de séparation et de transformation. Et pour les motiver un peu, on leur apporte parfois de l'oxygène en mode jacuzzi. On obtient ainsi une eau assainie, comme celle que je vous ai amenée. Sa qualité est correcte pour aller à la rivière, et ce qui faisait son incompatibilité avec le milieu naturel se retrouve principalement dans les boues. Celles-ci sont majoritairement composées d'azote, de phosphore et de matière organique. Ce sont les engrais nécessaires à l'agriculture qui va nous permettre de générer de la nourriture qui finira inévitablement à la station d'épuration. Alors, de l'eau, des engrais, de l'énergie, c'est bien. C'est ce qu'on fait actuellement de mieux dans les stations d'épuration. Mais il manque un petit quelque chose pour obtenir le précieux sésame. Les métaux. Ces métaux qu'on est allé chercher dans la croûte terrestre, qu'on a déplacés et transformés, une part non négligeable arrive jusqu'à la station d'épuration. Jusqu'à maintenant, ils étaient considérés dans l'assainissement comme neutres, et la plupart d'entre eux retournaient au milieu naturel tel quel. En s'intéressant à leur récupération dans la station d'épuration, on a l'opportunité d'éviter un problème environnemental tout en fournissant des ressources aux industries. Ça ne va pas être évident, il y a 63 métaux à attraper. Challenge accepté à Amsterdam, où le projet KWR se focalise sur la récupération du cuivre, et aussi à Bruxelles, où le projet Sublimus a permis de breveter une nouvelle technologie, encore une fois, à base de bactéries. Vous l'avez sûrement deviné, je fais le métier d'ingénieur en récupération des ressources de l'eau. Et si j'ai pu vous parler de toutes ces qualités d'eau aujourd'hui, c'est parce que j'ai suivi le premier dogme des ingénieurs. Observer. Alors je vous rassure, pas besoin d'être scientifique pour le mettre en pratique. Je vous invite donc à venir avec moi explorer nos mines qui sont constituées par les toilettes et les égouts. Et surtout, à découvrir de nouvelles cavernes d'Ali Baba pour qu'enfin, la pollution de l'eau n'existe plus.